face à Philippe de Villiers. 10h-11h sur Europe 1, Elliott Deval. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Europe 1, votre rendez-vous du samedi matin de 10h à 11h face à Philippe de Villiers, avec Philippe de Villiers bien sûr. Bonjour Philippe. Bonjour Elliott. Bonjour Geoffroy. Ah, l'unisson. Les siamois. Geoffroy Lejeune, directeur Philippe, de la rédaction du journal du dimanche. Philippe de Villiers, aidez-nous s'il vous plaît, on n'y comprend plus rien. Le débat annoncé par l'Élysée en ouverture du salon de l'agriculture est finalement annulé. D'un grand débat, on passe, disent certains, à un grand fiasco. Les principaux syndicats ont été choqués à l'idée de se retrouver face au collectif Soulèvement de la Terre. L'Élysée a admis d'ailleurs sur ce sujet une erreur de communication pour au final faire une croix sur ce fameux grand débat. Philippe de Villiers, comment vous décodez cette séquence politique ? Le pouvoir isole, le pouvoir enivre, le pouvoir endort, le pouvoir suprême est celui du roi thaumaturge qui, quelques instants, parfois dans la journée, rejoint les rois thaumaturges de la légende et se croit tout permis. Et en fait, là, il s'est dit, il faut que je joue au bonneteau. Parce que personne ne doit savoir, parmi les paysans français, que je n'ai plus le pouvoir, que c'est Bruxelles qui commande. Que, par exemple, j'ai signé un traité avec M. Zelensky, l'Ukrainien. 8 milliards et demi d'euros pour 3 ans, et je ne donne que 400 millions aux agriculteurs, et les 8 milliards vont servir à faire rentrer les poulets de mauvaise qualité et le blé ukrainien. Donc je ne peux pas dire tout ça. Je ne peux pas dire qu'en fait, hier, on m'a appelé pour me dire que le Mercosur, ça continue. Je ne peux pas dire que cette semaine, il va y avoir 2 accords de libre-échange qui vont être signés, dont un avec le Chili. Je ne peux pas dire tout ça. Je ne peux pas dire qu'il n'est pas question de revenir sur le Green Deal. Je ne peux pas dire qu'après le salon de l'agriculture, on va faire une liste sur laquelle il y aura Pascal Canfin. Voilà. Et en fait, cette histoire, elle est simple. Est-ce que vous connaissez... Enfin, les agriculteurs connaissent les soulèvements de la terre. Ils savent que ce sont des écoterroristes qui veulent leur fin, qui veulent leur mort, qui veulent la fin de l'agriculture française, qui veulent la décroissance, qui d'ailleurs s'en prennent à leurs biens et aux forces de l'ordre. Et donc, en fait, ce grand débat, c'était comme une invitation des lapins de toute la Garenne à un dîner de chasseurs. Donc, les lapins de Garenne ont un réflexe qu'on peut comprendre, c'est qu'ils ne veulent pas être mangés. Donc, ils ne vont pas au dîner de chasseurs. Philippe de Villiers, il y a une déclaration qui là aussi interpelle du président de la République pour expliquer qu'il n'y aura pas de débat. On va la revoir. C'est très intéressant puisqu'on a la sensation qu'il porte la responsabilité sur les syndicats. Voilà ce qu'il dit. Les syndicats agricoles ont voulu que ce salon ne soit pas un salon comme les autres. Ils avaient voulu un débat ouvert. Ils en demandent aujourd'hui l'annulation, dont acte. Comment décodez-vous cette phrase du président de la République ? Alors, c'est pas sa faute ? Le bon sens paysan. Le bon sens paysan porte à croire que les gens qui organisent le salon, les paysans, moi je connais le salon depuis 50 ans, les gens qui organisent le salon, ils veulent que la lumière soit sur le salon. La lumière, elle n'est pas sur le président de la République. Et lui, que veut le président de la République ? Il veut qu'à l'occasion du salon, grâce au débat, comme il a fait avec les Gilets jaunes, la lumière soit sur lui. Voilà. Ce goût pour les sunlights est la caractéristique d'un moitrinaire qui souffre de l'hubris. Geoffroy Lejeune. Mais
Cette invitation, elle a malgré tout existé à un moment donné. En tout cas, elle a été sur la table pendant une vingtaine d'heures avant d'être annulée. Le fait d'avoir pensé à ça, d'avoir pensé à inviter les soulèvements de la Terre, est-ce que c'est juste, comme on est en train de le commenter en ce moment, un fiasco de communication, un raté pour Emmanuel Macron, ou est-ce que ça trahit autre chose en réalité? Le fait qu'il ait voulu y aller, vous savez, mettre en scène un antagonisme avec d'un côté les agriculteurs qui vont très fort dans un sens et les soulèvements de la Terre qui vont dans l'autre, et lui qui se recentrerait. Qu'est-ce que vous y voyez? C'est en même temps le Green Deal, c'est-à-dire les jachères, la fin des cheptels, de la nourriture de synthèse. C'est dans les tuyaux tout ça. Le Green Deal, donc c'est toute la Macronie, le Green Deal. Ils vivent en ville, ils n'ont pas de problème de voiture thermique, etc. Et puis de l'autre côté, il faut tenir compte quand même de ce qui se passe dans nos campagnes. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, quand on prend un tout petit peu de hauteur, on a liquidé les ouvriers avec Maastricht, avec l'OMC, et maintenant on liquide les paysans. Ils sont plus que 400 000, ils étaient 2 millions il y a encore quelques années. Et c'est la préférence pour l'Europe, en fait. Emmanuel Macron, il a fait un choix. Dans l'histoire, il y a des hommes politiques qui font des choix. On l'a vu à d'autres périodes. Il fait le choix d'une autre souveraineté que la nôtre, puisqu'il parle de souveraineté européenne. Et quand Gabriel Attal a expliqué dans sa conférence de presse qu'il fallait restaurer la souveraineté nationale agricole, c'est une imposture. Vous savez ce que Bernanos définissait l'imposture en disant « Une imposture, c'est une suite de vérités asservies à un mensonge initial. » Et quel est le mensonge initial? C'est la souveraineté alimentaire. C'est pas vrai, il n'y a pas de souveraineté alimentaire, puisque on vient d'apprendre que les importations sur l'Ukraine sont maintenues. C'est un commissaire qui l'a annoncé. On vient d'apprendre que la négociation sur le Mercosur et sur les traités de libre-échange sont maintenues. On vient d'apprendre que le Green Deal est maintenu. Il y a juste une suspension d'1 an. Donc on comprend la colère des agriculteurs qui sont des gens de bon sens et de parole. Et comme ce sont des Français qui croient à la parole d'honneur, quand les hommes politiques leur parlent, ils les croient. Sauf que nos hommes politiques aujourd'hui sont engagés dans un processus de perte définitive de la souveraineté. Le pouvoir n'est plus chez nous, même pour les prix Egalim, il faut Egalim européen, etc. Donc en fait, c'est impossible à dire, vous comprenez, pour les politiciens, de toute tendance. Parce que de toute façon, ils feront tous pareil. Il n'y a rien à faire. On n'a plus la souveraineté. Quand vous n'êtes plus souverain, vous avez que vos yeux pour pleurer. Voilà. Alors soit on prend ça sur le mode du vaudeville, peut-être on peut appeler Molière, on peut le rappeler, il était là la semaine dernière. Soit on prend ça au tragique, et moi je pense à tous ces pères de famille, toutes ces mères de famille qui sont là sur leur tracteur, aux invalides. Et je suis passé à côté tout à l'heure et j'en avais les larmes aux yeux. Ce sont des gens merveilleux, là, ils étaient tout à l'heure sur votre plateau. Ce sont des gens merveilleux qui... Ce sont les jardiniers du jardin de paradis, du jardin du 7e climat qu'est la France. Ce sont les amoureux de la terre et ce sont les amoureux de la France. Les derniers amoureux de la France. Ceux qui ont l'amour vrai, ceux qui ont l'amour joyeux, ceux qui ont l'amour passionné, ceux qui aujourd'hui ont l'amour triste. Parce qu'ils savent qu'ils sont abandonnés par les politiciens français. Ils sont abandonnés par ceux qui ont livré la souveraineté à d'autres et qui nous donnent des leçons au Panthéon pour nous expliquer, vous qui êtes les héritiers des forces obscures, ne soyez pas là. Les héritiers des forces obscures, ils se battent contre les tenants du paradis diversitaire. Philippe de Villiers, vous avez dit il faut prendre un peu de hauteur il y a quelques instants. Je voudrais qu'on revienne sur ce débat qui est donc annulé, sur la volonté de vouloir échanger avec des agriculteurs et des mouvements écolos radicaux, parfois violents. Est-ce que vous y voyez une simple erreur de communication? C'est ce qui a été présenté ce vendredi matin par l'Élysée. Ou alors vous y voyez une faute politique?
C'est comme quand on dit il y a la forme, le fond. Victor Hugo disait la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et donc c'est une erreur de communication et une erreur beaucoup plus grave. C'est un lapsus, un vrai lapsus. On appelle ça en psychanalyse un acte manqué. Ce que dirait Gérard Miller, un acte manqué. Si vous aviez pu conseiller le président de la République ces derniers jours pour peut-être éviter ce fiasco-là, vous lui aurez dit quoi à Emmanuel Macron? Alors attendez, avant toute cette tout ce capharnaüm autour du grand débat, pas grand débat, etc., etc. Ah ben, moi je leur ai dit la chose suivante. Vous ne pouvez plus vous en sortir, Monsieur le Président. Votre Premier ministre s'est repris à 3 fois, comme au triple saut. Au saut à la perche et aux 3 essais. Bon, les 3 essais sont passés et il ne s'est rien passé. Il ne vous croit pas. Il ne nous croit plus. Il ne nous croit plus parce qu'en fait, on ne leur dit pas la vérité. Donc vous n'avez plus qu'une seule solution, Monsieur le Président, pour qu'ils vous croient. C'est de leur dire la vérité. Leur dire, voilà, on va rapatrier le pouvoir. Parce qu'on ne peut plus. On va rapatrier le pouvoir pour qu'il n'y ait plus de traités de libre-échange qui nous envahissent de produits qui n'ont pas nos normes sur le plan sanitaire et qui nous imposent de manger sale, de manger dangereux. On va arrêter les importations en Ukraine, remettre des droits de douane nous-mêmes, puisque l'Europe ne veut pas le faire. Et ensuite, je déclare le Green Deal mort et enterré. On est bien assez grands, nous les Français, pour concilier l'écologie et la production agricole. En d'autres termes, Monsieur le Président, il faut que vous disiez ceci à la France entière, au triptyque fondateur du marché commun, qui a été produire, protéger, exporter. On a substitué un triptyque mortifère. Au lieu de produire, consommer. Au lieu d'exporter, importer. Et au lieu de protéger, ouvrir. C'est fini, on revient au triptyque fondateur. Désormais, l'agriculture française, protégée par le pouvoir politique, sera établie sur le triptyque produire, protéger, exporter. C'est-à-dire la France doit redevenir dans 10 ans la première puissance agricole d'Europe. On l'a bien compris, Philippe de Villiers, fiasco en matière de politique agricole. Est-ce qu'après la publicité, vous allez parler de réussite en matière de politique migratoire, à travers l'expulsion de l'imam Majoubi vers la Tunisie, lui qui avait pu qualifier le drapeau tricolore de satanique dans un prêche diffusé sur les réseaux sociaux? On en parle dans un instant sur Europe 1. Face à Philippe de Villiers. 10h-11h sur Europe 1. Elliot Deval. De retour sur Europe 1 pour Face à Philippe de Villiers, toujours avec Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du Journal du Dimanche. Parlons de l'expulsion de l'imam Majoubi, expulsé vers la Tunisie. Lui qui avait pu qualifier le drapeau tricolore de satanique dans un prêche diffusé sur les réseaux sociaux. Quelques jours plus tard, il n'est donc plus sur le territoire national. C'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui l'a annoncé. L'imam radical Majoubi vient d'être expulsé du territoire national moins de 12 heures après son interpellation. C'est la démonstration que la loi immigration, je cite toujours le ministère de l'Intérieur, sans laquelle une telle expulsion aussi rapide n'aurait pas été possible, rend la France plus forte. Nous ne laisserons rien passer. L'imam qui a d'ailleurs réagi ce vendredi, on m'a cassé en 1000 morceaux, on a fait circuler des mensonges sur moi, c'est faux, je vais me battre dans le pays des droits de l'homme, je ne vais pas me laisser faire. Il assure être chez lui en Tunisie, au soleil, plutôt qu'en train de pleurer sur un coin de son lit, et entend tout faire pour revenir en France. Vous avez donc la teneur de tous les propos qui ont pu être diffusés ces dernières heures. Philippe de Villiers, c'est une réussite pour le ministre de l'Intérieur sur le fond. Et sinon, quelle est la signification de ce grave incident? Est-ce un fait isolé ou faut-il y voir un problème un peu plus profond? C'est un problème qui est double en fait. Le premier problème, le ministre a bien réagi, mais maintenant il y a les juges. Et là, c'est une autre affaire. Souvenez-vous du terroriste ouzbek, souvenez-vous du Conseil d'État, souvenez-vous de la Cour européenne des droits de l'homme. Là, la chanson va commencer, là. Parce que il a des avocats, l'imam. Donc, la messe n'est pas dite.
On est à l'introïte. Alors ensuite, il y a la question de fond. Dans l'arrêté, j'ai bien lu, il y a l'expression lecture littérale de l'islam. Cette expression m'a alerté. Et pour avoir des conversations avec Florence Bergeau-Blaclair, qui est la grande spécialiste, une des grandes spécialistes anthropologues des frères musulmans, je peux dire la chose suivante. Voilà, c'est un imam fréro-salafiste. Il a décliné la pensée frériste. Quelle est cette pensée frériste? Écoutez, la phrase clé, c'est « vos gouvernances vont chuter ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vos nations, vos nationalismes, vos États-nations, vos frontières, vos patriotismes, c'est fini, bientôt fini. Pourquoi? Parce que ce sont des digues de sable qui seront submergées par l'Oumma. Qu'est-ce que l'Oumma? L'Oumma, c'est la seule communauté qui vaille, c'est la communauté des croyants. Pour un croyant, la seule patrie, c'est l'islam. C'est pas moi qui parle, c'est la pensée frériste. L'Oumma, c'est la communauté islamique qui porte l'idée du califat pour le monde entier, c'est-à-dire la société islamisée, mondialisée. Et donc, avec un but, c'est de remplacer la démocratie par une théocratie. Voilà quelle est la pensée frériste. Et voilà la raison pour laquelle il ne faut pas se contenter de ce cas. Il faut faire face à une idéologie qui repose sur un projet de conquête, ou plutôt de reconquête de l'Europe, et un projet qui a été défini par un télécoraniste qui est mort il y a peu de temps, très talentueux, très connu dans les milieux fréristes, Youssouf El-Qaradawi, qui disait nous allons revenir, mais cette fois-ci d'une autre manière, pas par la guerre, mais par la prédication et le prosélytisme. Et la méthode, c'est l'entrisme. Donc le voile à l'île, l'entrisme, la nourriture halal, l'entrisme. La méthode de l'entrisme repose sur nos faiblesses. C'est-à-dire, on dit le vivre ensemble, les minorités, la non-discrimination, tout ce qui est dans notre droit une faiblesse et une ouverture. Il s'appuie là-dessus et petit à petit, il gagne du terrain. Il gagne du terrain, pourquoi? Parce que en face d'eux, il y a des élus locaux. Est-ce que vous avez vu le maire? Vous avez vu? Ils font joujou moumoute, vous voyez? Pourquoi? Parce que pour être réélu maintenant, il faut tenir compte de la nouvelle population. Nous sommes pris au piège de notre propre système. Geoffroy Lejeune. Vous avez commencé votre propos en disant que l'imam pourrait potentiellement revenir, que c'est les juges qui allaient décider. Gérald Darmanin a dit dans ses commentaires de l'affaire que grâce à la loi immigration, il avait pu partir. En réalité, c'est un peu plus compliqué que cela. Si le sort de cet imam est suspendu en effet au tribunal administratif, puis au Conseil d'État et à la Cour européenne des droits de l'homme, je fais le lien avec la question précédente de l'agriculture, mais en réalité, ce que vous nous dites, c'est que le pouvoir n'a plus le pouvoir. Sur la question migratoire non plus. Sur la question migratoire, c'est comme l'agriculture. Non. D'ailleurs, il y a un pacte là qui vient de sortir. Ça y est, le pacte migration et asile qui répartit les migrants. Qui répartit les migrants par pays et avec une sanction, 20 000 € par migrant refusé. Donc en fait, pour l'Europe, pour l'Union européenne, je vais être très précis, l'immigration n'est pas un pis-aller, c'est un projet. Et ce projet, il est soutenu par la Commission européenne, notamment la fameuse commissaire Johansson, dont on reparlera peut-être au cours de l'émission. C'est une vedette, celle-là. Et aussi par les cours suprêmes. C'est-à-dire qu'on a 5 cours suprêmes qui s'acharnent à démolir notre droit, c'est-à-dire le droit de protection de nos ressortissants. 5 cours suprêmes. Il y en a à Bruxelles, à Strasbourg, et puis il y a notre fameux Conseil d'État. Bon. Et ils s'acharnent tous pour imposer le pouvoir des juges. En fait,
comment peut-on appeler cette nouvelle république, comme dirait Platon, qui aujourd'hui est devenue la puissance publique européenne, c'est la République des juges. Et on continuera de parler de la politique migratoire, Philippe de Villiers, Geoffroy Lejeune, dans un instant sur Europe 1 après la publicité. Mais cette fois, on va parler du choix de l'ancien patron de Frontex, Fabrice Leggeri, haut fonctionnaire, qui décide d'entrer en politique et de rejoindre le Rassemblement national pour les Européennes à travers Jordan Bardella. Pourquoi ce choix ? Eh bien, la réponse dans un instant avec vous, Philippe de Villiers, sur Europe 1. Sur Europe 1, Elliott Deval. La suite de Face à Philippe de Villiers sur Europe 1. On est ensemble, je le rappelle, jusqu'à 11h avec Philippe, bien sûr, Geoffroy Lejeune du JDD pour décrypter les grands thèmes de la semaine. On parlait d'immigration juste avant la pub. On continue d'en parler désormais au cœur de la campagne, d'ailleurs, européenne. Avec une prise de guerre, je mets des guillemets, bien sûr, à prise de guerre, celle de Fabrice Leggeri, ancien patron de Frontex. Frontex, c'est l'agence qui protège les frontières européennes. Il a choisi de rejoindre la liste de Jordan Bardella, haut fonctionnaire qui décide donc de se lancer en politique contre la politique migratoire européenne qui, je le cite, est similaire à celle d'Emmanuel Macron. Il en a d'ailleurs parlé lundi, Philippe de Villiers, lors de son premier déplacement à Menton. On l'écoute. Je crois que le 9 juin, c'est la réponse utile pour remettre la France et l'Europe sur la bonne voie. Jordan Bardella a expliqué comment nous devons effectivement reprendre le contrôle de nos frontières, la frontière européenne, la frontière extérieure européenne et la frontière française au niveau national. Et donc j'apporterai mon expérience, mon savoir-faire. Le jeune. Vous avez plus de 40 ans par le passé de vie politique. Est-ce que pour vous, c'est une première, la démission de ce type de personnage de l'appareil européen pour rejoindre le Rassemblement national ? Et que veut dire cette alerte, puisqu'il se présente comme un lanceur d'alerte ? Est-ce que c'est la volonté, par exemple, de reprendre le contrôle de nos frontières ? Ça veut dire que l'échec de Schengen va être bientôt acté par le personnel politique, toutes tendances confondues. Parce que Schengen, c'est trois choses, trois effets. Premièrement, la frontière n'est plus à la frontière, mais elle est partout. Abattez les frontières extérieures et vous aurez 1000 forteresses, disait Saint-Aignan. C'est fait. Ensuite, il y a l'émergence d'un narco-État, petit à petit, grâce à Schengen. La nourriture, la richesse arrive dans les ports. Et troisièmement, on a l'émergence des quartiers souverains, c'est-à-dire des quartiers où la police ne va plus. On l'appelle les forces de l'ordre d'occupation, parce que ces quartiers sont maintenant dirigés par des caïds, par des frères et des frères musulmans. Voilà Schengen. Combien de temps ça va durer ? En fait, on nous a vendu une marchandise avariée. Le contrat était le suivant. Abattez vos frontières internes et on va faire des frontières externes. Et M. Leggeri dit quoi ? Il raconte le propos de Mme Johansson qui lui dit « Laissez entrer les migrants, ils viennent par amour. » C'est pas moi qui dis, c'est elle qui dit ça. Et elle ajoute « Nous sommes un continent vieillissant, il faut l'immigration pour le sauver. » En d'autres termes, l'immigration est une régénération. Voilà ce qu'on vous pouvez dire sur la politique. C'est pas moi qui parle, c'est elle. Et elle l'a pas démenti d'ailleurs. Elle ne l'a pas démenti et on pouvait le lire, cet entretien, dans les colonnes du journal du dimanche. Parlons à présent d'un chant, Philippe de Villiers, le chant des partisans, entonné par les militaires du chœur de l'armée française. C'était mercredi soir à l'occasion de l'entrée au Panthéon du résistant Missak Manouchian. Écoutons. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Geoffroy Lejeune. On sait que vous n'êtes pas communiste et pourtant je suis sûr que vous avez été ému. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette cérémonie ? Qu'elle vous inspire, cette France qui a résisté ? Du respect, de l'admiration, de l'émotion. Cette image qu'on vient d'apercevoir des deux cercueils tricolores portés par les képis de la Légion étrangère, en qui
coule dans les veines, la France du sang versé, plus encore que la France du sang reçu, a fait revenir en moi une image, un mot de Barès. J'aime les gens à uniforme. Ils portent la livrée des hautes préoccupations. Les hautes préoccupations ne sont pas celles du quotidien, elles ne sont pas celles de l'ordinaire des jours, des soleils levants et des soleils couchants, parce qu'elles mettent bien au-dessus de la vie ordinaire quelque chose de supérieur à la vie. Cette idée folle et magnifique qu'un seul instant de sacrifice d'un seul Français, de préférence ou de naissance, peut sauver et rendre la vie à un peuple en dormition sous le joug de l'occupant. Ça veut dire que la bravoure porte un sens sacré pour les peuples qui ne veulent pas mourir, passant à dire à Sparte que ses soldats sont morts ici pour obéir à ses lois. Mais je vais être très complet. J'ai été blessé par un mot d'Emmanuel Macron. Il a dit, à un moment donné dans son discours, parce qu'ils étaient communistes, ils ne connaissaient rien d'autre que la fraternité humaine, enfant de la Révolution française. Le Vendéen que je suis, et le fils de résistant que je suis, croix du combattant volontaire de la résistance, j'ai compris ce que ça voulait dire. Il y avait un sous-entendu vénéneux, intolérable, pour un président de la République. Ça voulait dire, en fait, la résistance est à gauche, la collaboration est à droite. Mon père m'a expliqué. Il m'a dit, Philippe, tu verras, si tu vis longtemps, les élites sont toujours du même côté. Elles sont toujours tentées de traiter avec l'occupant. Philippe de Villiers, parlons d'économie à présent. À Bercy, c'est la fin de l'argent magique. Bruno Le Maire a annoncé un plan de 10 milliards d'euros d'économie, une croissance revue à la baisse. Et dans l'actualité cette semaine, 4 articles ont attiré votre attention. Nicolas Bavrez dans Le Figaro, droit dans le mur de la dette. Cuba à la rescousse de l'hôpital de Guingamp, Le Point. Vous avez l'Express également qui se pose la question de la réindustrialisation. La France déjà sur le point de Calais. Et enfin, en une du Parisien, c'était la détresse des automobilistes. Philippe de Villiers, la France est-elle au bord de la ruine ? C'est vrai que ça m'a beaucoup marqué cette semaine. Ces 4 articles sur 4 sujets différents, mais dont la trame laisse courir le même filigrane. Alors d'abord, quand on connaît Nicolas Bavrez, qui est un homme on ne peut plus modéré, et qui dit ceci: le pays est programmé pour se fracasser sur le mur de la dette. Et il ajoute, la dette est aujourd'hui insoutenable, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus être soutenue. Les marchés financiers, l'Allemagne, qu'est-ce qu'on va faire avec les taux d'intérêt réels qui remontent? Ensuite, nos prélèvements obligatoires qui regardent en point de mire ceux de la Corée du Nord, 48%, contre une moyenne de 41% dans toute l'Europe. Ensuite, le déficit commercial, ça veut dire qu'on consomme moins, enfin, on consomme plus qu'on ne produit. Ça veut dire qu'en fait, les 2 moteurs économiques aujourd'hui qui font tourner l'économie, c'est la dépense publique et c'est la consommation. C'est pas bon signe. Ensuite, il y a ce constat, la tiers-mondisation de nos services publics. Cette semaine, il y a eu 2 annonces. L'hôpital de Guingamp fait venir des médecins cubains. Et Gabriel Attal, pour sauver l'agriculture française, c'est passé inaperçu, mais moi je l'ai remarqué, annonce qu'il y aura un arrêté, secteur en tension, pour distribuer des visas, pour faire venir des migrants dans les fermes. C'est comme ça qu'on va sauver l'agriculture française, la tiers-mondisation. Et puis enfin, les libertés fondamentales qu'on est en train de perdre. Il y avait un papier donc dans Le Parisien sur la détresse des automobilistes.
C'est-à-dire qu'on ne peut plus circuler en ville bientôt à cause des ZFE, les fameuses zones d'émission, etc. Donc les artisans sont des pollueurs. Donc un artisan, un électricien qui veut rentrer à Grenoble, il ne pourra plus. Ensuite, on ne peut plus travailler au pays, puisque c'est la désindustrialisation qui continue. Ensuite, on ne peut plus circuler non plus parce que les autoroutes sont trop chères. Et quand il faut réparer la vieille guimbarde, on n'a pas les moyens. C'est ça, aujourd'hui, ce qui se passe en France. Sans compter que les Français se sentent dépossédés de leur emploi, dépossédés de leur paysage, de leur voisinage, de leur identité, de leur mémoire, de leurs affections. Nous sommes en train de devenir un pays déclassé, un pays décroché, un pays surendetté, un pays smicardisé, un pays tiers-mondisé. La France. C'est ça qu'ils ont fait de la France. Pas facile à dire, Philippe de Villiers, smicardisé. Ce que je vous propose, c'est qu'on en revienne dans un instant pour la dernière partie de Face à Philippe de Villiers sur Europe 1. CNews dérange, parce que CNews, ça marche. On reviendra sur cette attaque de l'éditorialiste Thomas Legrand sur France Inter contre notre excellente collègue Sonia Mabrouk. À tout de suite sur Europe 1. Face à Philippe de Villiers. 10h-11h sur Europe 1. Elliott Deval. De retour sur Europe 1 pour la dernière partie de Face à Philippe de Villiers. Dans l'actualité cette semaine, Philippe, le naufrage des idéologues se poursuit. Alors la semaine dernière, c'était Christophe Deloire de Reporters sans frontières. Il y a eu François Jost, le fameux sémiologue. Et ce mercredi, on a découvert Thomas Legrand, éditorialiste à France Inter, journaliste à Libération, qui sur le service public a expliqué que CNews n'avait pas sa place parmi les chaînes d'information, s'en prenant directement à Sonia Mabrouk. Sonia Mabrouk qui lui a répondu quelques heures plus tard. Écoutez cet échange et on en parle juste après. Sonia Mabrouk passe son temps à inviter des confrères généralement de la bolosphère qui n'ont pas fait de reportage. Elle passe son temps à inviter. Elle est intervieweuse le matin de politique. Mais est-ce que d'Éric Raoult, de Onfray qui explique. Non, là pour le coup, elle reçoit toute la classe politique. Est-ce qu'une seule chose justifie qu'on caporalise CNews? Est-ce qu'une seule de ces choses-là répond des je m'en fiche de la cap. Mais non, mais c'est fondamental ce débat. C'est extraordinairement dangereux ce qui est en train de se passer. Vous vous rendez pas compte, le cas CNews est anecdotique. On s'en fiche totalement. Et même si l'Arcom virait CNews de son canal hertzien, CNews ferait un tabac sur une chaîne YouTube et il se débrouillerait très bien. Monsieur Thomas Legrand, vous mettez en cause CNews et vous me mettez en cause nommément. Affirmant à tort que je reçois certaines personnalités, dont le professeur Raoult. Alors, il se trouve que je ne l'ai pas reçu, mais vous n'êtes pas, il est vrai, à un mensonge près, et quand bien même l'aurais-je invité et l'aurais-je reçu comme tant d'autres confrères et consoeurs dans différentes chaînes et sur différentes ondes, eh bien, je ne m'en excuserai pas et certainement pas auprès de vous. Mais vous allez plus loin puisque vous mettez en doute mon statut de journaliste. Mais qui êtes-vous pour le faire ainsi? Qui êtes-vous pour parler ainsi? Et puis du haut de quel magistère est-ce que vous vous exprimez? Avez-vous été nommé arbitre des éloquences de notre métier, qui est ma passion depuis 20 ans? Mon numéro de carte de presse est le 107 434. Oui, je dois le donner aujourd'hui. Mais il semble qu'à vos yeux, ce soit plutôt un matricule, puisque votre seul but est de m'enfermer, de nous enfermer dans un cadre qui dépasse, semble-t-il, très largement vos compétences, vos capacités et vos facultés. Geoffroy Lejeune. Qu'est-ce qui vous a inspiré, Philippe, ce dialogue entre Thomas Legrand et notre amie Sonia Mabrouk? D'abord, il faut savoir qui est Thomas Legrand. C'est quelqu'un qui pense que le journalisme, c'est la gauche. Parce que la gauche transforme. Delphine Ernotte avait dit ça comme ça. La droite, elle comprend pas. La droite, elle ressasse le fascisme, vous voyez. Pour lui, il est sincère, vous voyez. Ça me rappelle un mot de Monterland. Ce qu'ils ne vous pardonnent pas, monsieur, c'est leur médiocrité. Et un autre mot de Méphisto de Faust. Je suis l'esprit qui toujours nie. La gauche nie. Donc elle anéantit cette journaliste pleine de talent, reconnue pour son talent. Et elle est reconnue pour son talent comme intervieweuse.
Tout le monde vient, il y a une liste d'attente. C'est tout dire. Ensuite, elle est reconnue pour sa plume, puisqu'elle est reconnue comme écrivain. C'est pas le cas de ce monsieur Legrand. Et puis enfin, elle est reconnue pour autre chose. Elle est franco-tunisienne et c'est une amoureuse de la France. C'est une amoureuse du roman national. C'est-à-dire, c'est une amoureuse des cathédrales. C'est une amoureuse de tout ce que déteste ce monsieur Legrand. Alors, on ne peut pas lui pardonner. C'est une Française de préférence. Et donc, les Français de préférence communistes au Panthéon, on a le droit. Les Français de préférence d'aujourd'hui, on n'a plus le droit. Et donc, tant pis pour monsieur Legrand. Le succès de CNews dérange. Comme on dit au Québec, comme dirait Mathieu Bocoté, c'est un dérangement heureux. En une minute, Philippe de Villiers, il y a une question qui me vient en vous écoutant. Cette semaine, il a été beaucoup question de l'arc républicain. Est-ce que certains ne seraient pas en train de créer un arc journalistique, du bon journaliste? Et si oui, est-ce que vous avez une définition des deux d'ailleurs? L'arc républicain, il y a Georges Fenech qui a parfaitement répondu. C'est l'hémicycle. C'est les Français qui le définissent, c'est pas Emmanuel Macron qui joue de manière puérile avec un arc pour envoyer des flèches au curare. Mais je voudrais dire quelque chose là-dessus. J'étais très choqué par l'interview dans l'Humanité, le journal des 100 millions de morts quand même. Parce que le Panthéon, c'est un moment d'unité qui unit le regard et les confond vers le même hommage. Mais c'est aussi un moment de retrouvailles nationales, surtout dans une époque de désaffiliation où nos élites ont trop tendance à pratiquer la phrase de Drieux-La Rochelle, « Le temps des patries est fini ». Philippe de Villiers, que serait cette émission si on ne voyageait pas un peu dans l'histoire? Celle du procès de Jeanne d'Arc, ce vendredi. Le 19 février 1431, le ministère de l'Inquisition est invoqué. Le 21, la séance est ouverte en la chapelle royale du château de Rouen, où Jeanne d'Arc est citée à comparaître. Philippe de Villiers, racontez-nous ce procès de Jeanne d'Arc. En fait, ce procès ne va pas se dérouler comme prévu. Parce que les réponses de cette jeune fille de 19 ans qui est analphabète sont inattendues. Elle fuse. Êtes-vous en état de grâce? Réponse. Si je suis, Dieu m'y garde. Si je ne suis pas, Dieu m'y mette. Et pourquoi avoir tant insisté auprès du dauphin pour le conduire à Reims? Parce que le dauphin recevra plus de force d'une seule goutte d'huile, Saint-Crème, plutôt que de 10 000 lances. Et comment vous parlez, vos saintes? Elle me disait, Jeanne, fille de Dieu, fille de feu, fille au grand cœur. Les minutes de ce procès, je les ai lues. Elles sont authentiques, à la virgule près. Elles ont tout retranscrit. Elles sont parvenues jusqu'à nous, dans leur intégralité. Les répliques de Jeanne, par leur fulgurance, composent, on peut dire, un chef-d'œuvre, sans doute le plus accompli que le génie allégorique français ait jamais déposé dans notre littérature. Du corps de Jeanne, il fallait qu'il ne restât rien. Elle fut brûlée sur la place du marché. Écoutez Malraux. Depuis ce qui avait été la forêt de Brocéliande jusqu'au cimetière de Terre Sainte, la vieille chevalerie morte est sortie de ses tombes. Dans le silence de la nuit funèbre, écartant les mains jointes de leurs gisants de pierre, se levèrent les preux de la table ronde, les compagnons de Saint-Louis et toute cette chrétienté de rêve qui regardait de leurs yeux d'ombre monter les flammes qui allaient traverser les siècles vers cette forme enfin immobile qui devenait
la chevalerie brûlée. Oh, Jeanne, sans sépulcre et sans portrait. Tout ce pourquoi la France fut aimée, tu lui as donné ton visage inconnu. Dans les cendres, il ne reste rien, sauf un anneau, son anneau. Il partira en Angleterre, 6 siècles après. Il va revenir en France et il repose, c'est une fierté française, sur la colline du Puy du Fou. Et voilà l'anneau. C'est le bataillon de Saint-Cyr qui accompagne l'arrivée solennelle de l'anneau. Un moment d'émotion française. C'était quasiment il y a 8 ans, jour pour jour. C'était le 20 mars 2016, voilà. Philippe de Villiers. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce moment, Philippe de Villiers. Merci, Elliot. Merci à vous, Geoffroy Lejeune. Merci, Elliot. On se retrouve bien évidemment face à Philippe de Villiers la semaine prochaine sur Europe 1.